Le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer nous propose une grande émission innovation intitulée Professionnels de l'environnement, booster ou boosters. Vous verrez pourquoi votre compétitivité en utilisant les données spatiales. Le lancement des boosters doit permettre l'essor d'une nouvelle économie qui valorise la position de la France dans le domaine spatial. Elle est d'ailleurs assez leader dans ce domaine-là et tirer profit de ses compétences en matière de développement d'applications numériques. Le comité de concertation entre l'État et l'industrie dans le domaine spatial, le CoSpace, a lancé le 11 septembre 2015 l'appel à labellisation Booster. L'objectif, en fait, c'est de mettre en place des accélérateurs de projets regroupant des acteurs du spatial, du numérique et des domaines applicatifs pour créer un environnement favorable au décloisonnement des filières et aux rencontres multisecteurs dans un premier temps, faire émerger des projets innovants valorisant les données spatiales seules ou combinées à d'autres moyens et accompagner surtout les entreprises qui développent et commercialisent ces nouveaux services. 4 boosters ont été labellisés, More Space en Bretagne, Nova PACA du côté de l'Occitanie et de Provence-Alpes-Côte d'Azur et plus largement dans le sud-est, et puis Seine Espace, dont on essaiera de parler même si son représentant n'est pas là. Alors autour de moi, à cette table, je vais essayer de retrouver ma feuille, ce sera plus simple. Je vais y arriver, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Voilà, j'ai donc Philippe Mombé qui est représentant du pôle mer Bretagne Atlantique. À ses côtés se trouve Philippe Abadi de la direction sud-ouest de l'IGN. À côté de lui, Manon Pedroni, qui est chef de projet environnement et aménagement du littoral au pôle mer Méditerranée. Monsieur Étienne Bussler, qui est Key Account Manager à Réuniwatt, chez Réuniwatt, qui est une société spécialisée dans le photovoltaïque, dans les données prévisionnelles de photovoltaïque. À côté de lui se trouve Bruno Montfort de Airbus Defence and Space. Et puis juste à ma droite, Sandrine Mathieu du booster PACA. Je vais d'abord me tourner vers vous, Philippe Mombé. Alors, pour essayer d'abord de bien comprendre de quoi on parle, énormément de satellites sont autour de la Terre, on le sait, et on essaie de capter le travail et la matière de quelques-uns pour se mettre au service, d'une certaine manière, de l'économie et de plusieurs secteurs d'économie. Les pôles de compétitivité sont là pour initier la démarche, la faire émerger et surtout amener des entreprises à s'engager dans ce secteur. Est-ce qu'on peut dire déjà un mot sur le rôle que jouent les pôles de compétitivité ? Alors, l'idée qui est derrière les boosters, c'est d'utiliser l'écosystème qui a été développé autour des pôles de compétitivité depuis 2005 et d'introduire l'usage de la donnée et des technologies spatiales dans cet écosystème. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple du maritime que je représente, on a un secteur très traditionnel qui n'utilise que très peu de données spatiales. Et l'utilisation de ces données et technologies spatiales présente un avantage certain pour ce secteur, puisqu'il a des hautes valeurs ajoutées sur les capacités d'observation, sur l'usage à temps réel et l'utilisation aussi de différents capteurs qui permettent de s'affranchir de la nuit et des nuages si on utilise du capteur radar, par exemple. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne s'en sert pas du tout ? Non, c'est pas vrai. Faut pas dire ça. Il y a déjà la filière est naissante, mais il y a des entreprises comme CLS, pour pas les citer, qui utilisent le radar pour faire de la détection de pollution ou de la détection d'icebergs. C'est d'ailleurs eux qui, pour le Vendée Globe, font en ce moment la détection des icebergs pour la sécurité des marins. Alors, en lien justement avec la navigation, on peut dire qu'aussi ça va rendre de futurs services maritimes ? Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de services maritimes existants et un certain nombre de services nouveaux qui vont être créés sur le routage des bateaux pour que ces bateaux émettent moins d'émissions, consomment moins de carburant. Et puis sur aussi la détection. Disons qu'il y a quelques années, on était plus sur la détection des objets en mer. Aujourd'hui, on va plus loin. On va plus sur la détection de leur comportement. Donc on utilise plus de données, on a des meilleures résolutions. Et on peut aller plus loin sur l'analyse des données et des images. Et on peut développer de nouveaux services. Alors, je voudrais revenir sur effectivement l'observation. On va voir une image de ce que peut faire un satellite, en fait, avec une nappe de pétrole, par exemple, suite à un accident de pétrolier en mer d'Azov. Voilà, là vous avez une image radar, donc on voit bien dans ce détroit, il y a eu un accident pétrolier, on voit bien les nappes un peu plus foncées qui représentent l'hydrocarbure.
Donc ça, c'est le type d'images qui peuvent facilement être réalisées. Et aujourd'hui, on combine ces images avec les balises des bateaux, les balises AIS, et on peut déterminer qui est le pétrolier en cause. Bon, là il est sur place, mais disons que quand c'est du dégazage... Oui, avec l'AIS, on peut effectivement savoir, il a un numéro. On peut retrouver, même si c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des bateaux qui trichent. Oui, qui l'éteignent, qui se mettent derrière les autres et qui essayent de se camoufler dans la masse. Mais... Alors, si j'ai bien compris, cette filière, elle n'est pas encore structurée. On a donc les outils, que sont les satellites. On a une volonté politique, puisque je parlais effectivement de ce qui avait été mis en place par l'État. Comment structurer au niveau, par exemple, du pôle mer Bretagne, une filière, alors avoir bien évidemment tous les interlocuteurs autour de la table, et puis des entreprises qui s'engagent pour commercialiser ces services, mais en tout cas rendre service à ceux qui les utilisent? La première étape, c'est d'abord de leur faire connaître les possibilités du spatial, les possibilités de données et des technologies. La deuxième étape, c'est surtout d'aider les petites sociétés à développer leurs nouveaux projets et à développer leurs nouveaux services. Donc dans ce cadre-là, la chance des boosters, c'est d'avoir un accès direct aux PIAV données satellitaires. Et donc on les aide à trouver des financements pour qu'ils puissent développer et accéder au marché plus rapidement. D'accord. Alors je vais me tourner maintenant vers Manon Pedroni, qui est chef de projet environnement et aménagement du littoral au pôle mer Méditerranée. Donc 2 boosters dans le sud de la France, pour faire simple, ont été mis en place. Nova, donc dans le sud-ouest. Et puis on reviendra tout à l'heure sur celui de PACA. Comment, déjà, on peut imaginer le futur de ce booster? Quelle mission doit-on lui assigner? Surveillance maritime? Quelles sont finalement les applications et la valeur ajoutée? Alors le booster Nova, en fait, souhaite accompagner des projets autour de 6 filières, les énergies, les smart cities, l'agriculture, enfin d'autres filières, et en particulier la croissance bleue, qui est portée par le pôle mer Méditerranée. Donc comme les autres boosters, il vise à faire émerger des innovations, des idées et accompagner les porteurs de projets vers du financement et également à pouvoir sensibiliser les acteurs à utiliser ces données qui ont une très forte valeur ajoutée. Justement, quel est le niveau de sensibilisation, non pas de ceux qui pourraient commercialiser, mais de ceux qui pourraient s'en servir, pardon. Alors justement, c'est un des premiers rôles des boosters et au sein aussi bien du booster PACA, on pourra en reparler tout à l'heure, que du booster Nova, on met en place plusieurs actions pour essayer de sensibiliser de nouveaux entrants à l'utilisation de données spatiales. Par exemple, des bureaux d'études en aquaculture, voilà. Alors on va voir, il y a une série de photos. Alors on va passer la première qui concerne les financements. On va enlever celle-là, on reviendra dessus après. Juste celle d'après, la carte des habitats potentiels et de productivité potentielle des moules, par exemple. Voilà, on la voit ici. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette carte finalement ? Alors aujourd'hui, en fait, les ressources halieutiques se réduisent et donc l'aquaculture prend de l'ampleur. Et dans ce cadre-là, en fait, un bureau d'études vraiment spécialisé dans l'exploitation de la donnée satellitaire, ACRI, a été mis en relation avec un bureau d'études en aquaculture pour essayer de déterminer à partir de paramètres physico-chimiques et teneur en nutriments, la température, salinité, quels étaient les endroits optimaux sur lesquels implanter des fermes aquacoles. Donc voilà un exemple. Et ça, on ne sait pas le faire à partir de relevés faits non pas sur terre, mais sur le littoral. Alors en fait, c'est plus efficient. C'est couplé avec des données in situ qu'on prend directement dans le milieu avec des données satellitaires. Autre illustration, un atlas des marées. Là aussi, ça peut être très utile. On va le regarder. Oui. Donc en fait, ça c'est un service qui est mis en place par une autre société qui s'appelle Noveltis pour essayer d'identifier les zones les plus... voilà, on voit en rouge les endroits où il y a le plus de marées. Voilà, c'est un service aujourd'hui opérationnel qui
qui est le fruit en fait de plusieurs années de R&D. Il y a une troisième illustration avec un faciès biosédimentaire du bassin d'Arcachon. Oui, alors ça c'est une image issue d'un projet porté par la société ICI, qui est une société qui vient juste de se créer et qui a remporté d'ailleurs un programme d'investissement d'avenir application satellitaire pour développer un service autour de la cartographie d'habitat en milieu côtier. Voilà, c'est un projet qui a été labellisé par 2 boosters, le booster Morespace et le booster Nova. D'accord. Alors, on parle du booster Nova. J'aimerais qu'on parle du booster PACA avec vous, Sandrine Mathieu. Parlez-moi un petit peu de ce booster qui a été labellisé parmi les 5, qui ont été 4, Morespace, Nova, PACA et Senespace. Qu'est-ce que vous prévoyez, vous, de faire en termes de dynamique de filière ? Alors, en ce qui concerne les actions des boosters, les missions des boosters, elles sont toutes les mêmes. C'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre tout ce qui est à notre portée pour faire en sorte que les acteurs du spatial parlent avec les acteurs du numérique pour créer de nouvelles applications. Pour ça, donc chaque booster a plus ou moins ses thématiques. En ce qui concerne le booster PACA, on travaille plutôt sur les secteurs de l'énergie, les applications maritimes, les risques et la sécurité, parce qu'en PACA, on a la chance d'avoir à la fois les tremblements de terre, les inondations et les feux de forêt. Donc on va faire en sorte que tous ces gens-là, qui n'ont pas l'habitude forcément de collaborer, travaillent ensemble pour créer de nouveaux produits, de nouveaux projets. Ça veut dire qu'on va leur expliquer que, entre autres, l'Union européenne, l'Agence spatiale européenne, a mis à disposition du grand public, d'une manière ouverte et gratuite, des données qui émanent du programme Copernicus. Et que ces données-là, elles sont disponibles pour être valorisées. C'est-à-dire qu'on peut s'approprier des données, voire même un certain niveau de service, pour ensuite arriver vers des applications à valeur ajoutée qui seront qu'on pourra faire fructifier de manière extrêmement forte. Et au sein de votre pôle, il y a déjà des entreprises qui se sont signalées ou qui sont susceptibles de rejoindre cette dynamique ? Oui, bien sûr, bien sûr. On a beaucoup d'entreprises. D'abord des entreprises qui étaient plus ou moins natives du domaine du spatial, donc qui sont venues tout naturellement vers nous. Mais on voit maintenant, au bout de presque 1 an donc, d'activité des boosters, des entreprises qui ne connaissaient pas du tout les domaines du spatial venir vers nous d'eux-mêmes, ou bien parfois c'est nous qui venons aussi vers eux, pour essayer de comprendre ce qu'ils peuvent faire avec cette nouvelle manne de données gratuites et ouvertes. Et tout ce petit monde collabore dans ce qu'on appelle donc le big data pour créer des services à valeur ajoutée. Bruno Montfort, donc Airbus Defence and Space est spécialisé dans les données satellitaires, données spatiales de très haute résolution, au service de multitudes d'applications, on le sait. Comment vous voyez et comment vous appréhendez cette émergence d'une nouvelle filière ? Pour nous, c'est très important que cette filière existe et qu'elle se pérennise. Nous, en tant que fabricants de satellites et fournisseurs d'images, on est un acteur important et donc on est partie prenante dans le COSPAS. Et donc on a évidemment porté cette initiative depuis l'origine. Et pour nous, l'utilisation de l'imagerie satellite, qui est notre cœur de métier en termes de distribution des données, ça nous permet de développer de nouvelles applications, de nouveaux modèles, et donc les sociétés émergentes à travers les pôles de compétitivité sont pour nous effectivement un axe de travail pour... Et la façon de l'appréhender, c'est de dire on met à disposition certaines images qu'on a pour servir de starter un petit peu. Exactement, on met à disposition quelques données optiques ou radars pour permettre à ces nouvelles sociétés émergentes de prendre connaissance de ces données, de se les approprier et ensuite de développer à la fois des services ou des applications qui ne sont pas encore existantes aujourd'hui, mais qu'on estime qu'elles vont pouvoir se développer à terme. Une question un peu difficile. Qu'est-ce que ça vaut une image satellite ? Vous allez me dire, ça dépend de quelle image, à quel moment, à quel endroit ? Oui, alors en fait, l'image évidemment a un prix. Comme vous savez, l'investissement qu'on met en place, nous, c'est carrément un satellite qui est dans l'espace. Donc lui, déjà le lancer,
l'opérer, l'exploiter, ça coûte de l'argent. Donc notre business model, il est calé en fait sur l'investissement de départ qu'on a mis sur la table. Et donc les images qui sont collectées sont vendues auprès des utilisateurs. On peut utiliser à la fois des images d'archives, c'est-à-dire que le satellite collecte en permanence les données sur l'ensemble du territoire et du monde. Et on peut aussi programmer le satellite spécifiquement pour des besoins particuliers. N'importe quel utilisateur peut faire une demande sur sa ville, sur sa région, sur une zone bien déterminée, pour une thématique bien précise. Et donc évidemment, le prix diffère entre une donnée d'archive et une donnée, je dirais, programmée. Quid de la sécurité des données, de la protection des données ? Les données sont... On acquiert toutes les données, elles ne sont pas sécurisées en tant que telles. Il y a une règle internationale qui dit qu'en fait, on est soumis aux embargos pour la livraison des données de très haute résolution, parce que je rappelle que Pléiade fournit des images à 50 cm, Spot à 1,50 m, donc c'est quand même très 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 précis. Et effectivement, il y a des contrôles à l'export selon certaines zones d'exportation et des pays qui ne sont pas forcément compatibles avec les satellites, avec les images de haute définition. Alors, on va, pour comprendre l'intérêt économique de notre sujet, se tourner vers Reuniwatt, Étienne Bussler. Reuniwatt qui propose des solutions en prévision de la production photovoltaïque et en système d'information climatique et en mix énergétique. Alors, pour vous, dans le métier que vous faites, c'est presque indispensable d'avoir ce genre de données. Oui, tout à fait. Donc, Reuniwatt, société fondée à La Réunion pour répondre aux problématiques d'insertion des énergies renouvelables là-bas. Donc, met à disposition des industriels du solaire des services météo. Donc à la fois en termes de prévision, mais aussi en suivi temps réel. Et puis pour ce faire, on utilise différentes sources de données. Donc on combine en fait les modèles météo avec des données satellites qu'on récupère en temps réel, et puis des données in situ, donc prises localement au niveau des centrales solaires. Et vous avez été lauréat de la phase 1 de l'instrument SME H 2020, on peut savoir ce que ça veut dire ? Oui, donc c'est un programme de l'Union européenne qui vise à mettre en avant en fait les objectifs de croissance et de développement de l'Union européenne, et qui favorisait dans ce cas précis l'émergence de solutions à la fois qui répondent aux enjeux de développement des technologies satellitaires, au développement de solutions de l'Internet des objets, et puis aux enjeux du big data. Et donc on a proposé en fait une station météo autonome et connectée. Solar in Cell. Solar in Cell, tout à fait, qui peut être déployée n'importe où et qui communique via les réseaux télécoms locaux, et qui joue à la fois le rôle de station météo, d'objets connectés, et qui inclut aussi un portail qui permet de visualiser les données satellites. Et en fait, tout l'enjeu, c'est vraiment de comparer les données in situ aux données satellites pour accéder aux données vérité, à des données de qualité pour les exploitants. Donc si je reviens vers vous, ce qu'on disait tout à l'heure sur le in situ et l'observation satellitaire, si on a cette petite machine, alors j'extrapole, cette petite machine à côté de soi, on est in situ et on pourrait avoir effectivement en temps réel la deuxième couche, ou du moins la vision spatiale de ce qu'on a déjà constaté sur le littoral ou à terre. Qui veut répondre là-dessus ? Moi, je veux bien répondre. Ce qu'il faut voir, c'est que l'in situ est plus là pour calibrer l'image satellitaire que pour avoir de la donnée sur place. En fait, sur le plan comptable, c'est assez simple. Si vous voulez aller observer ce que peut observer une image satellitaire, ça vous coûterait une fortune d'aller déplacer des gens et faire les mesures point par point sur une grille particulière. Donc c'est une vraie valeur ajoutée d'avoir une image satellitaire, mais par contre, il faut la calibrer. Et pour la calibrer, il faut quand même quelques points in situ pour pouvoir bien s'assurer que le capteur en satellite a bien la bonne on l'a valeur. vu d'ailleurs dans une autre émission ce matin sur la viticulture, avec effectivement des images satellites des vignes, mais elles étaient effectivement calibrées, j'imagine, peut-être au millimètre. Oui, enfin après ça dépend ce qu'on mesure, mais aujourd'hui on est à même, par exemple,
de suivre l'affaissement des routes ou l'affaissement des bâtiments au millimètre près. D'accord. Alors, je reviens vers vous, Étienne Bössler. Est-ce que vous avez déjà déployé cette solution ? Oui, donc on a déjà commercialisé une dizaine de ces solutions pour démontrer en fait la possibilité de déploiement dans le monde entier. Donc, étant particulièrement attaché à La Réunion, on s'est également adressé vers des acteurs qui opèrent dans d'autres outre-mer français. Mais on travaille actuellement au déploiement à l'international de cette solution et à très grande échelle, puisqu'il n'y a pas de limite. Les satellites nous permettent d'aller en fait de couvrir le monde entier et d'aller sur les 5 continents. Alors vous avez vu qu'il se passe plein de choses. Il y a beaucoup d'initiatives. Bon, les pôles de compétitivité, bien sûr, sont là pour initier les démarches. Autre initiative, celle menée par l'IGN et Earth Lab de Telespadio, qui est une filiale de Thales, c'est ça, en Nouvelle-Aquitaine. Alors, Nouvelle-Aquitaine, c'est les Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, il faut s'y faire. Philippe Abadi, vous êtes directeur de la direction sud-ouest de l'IGN. Alors, parlez-moi un petit peu de cette rencontre entre Earth Lab, Telespadio et puis vous. D'accord, donc la rencontre s'est faite suite à la participation de l'IGN à un appel à projet de la région Aquitaine dans les années 2012 sur les applications satellitaires. Donc on avait imaginé, nous, utiliser les images satellites Pléiades qui sont stéroscopiques, c'est-à-dire qu'il y a au moins un point vu par 2 images. L'idée étant d'exploiter, de faire tourner notre corrélateur afin de générer des modèles numériques de surface, donc des hauteurs de canopée, de manière à pouvoir caractériser la dynamique d'un massif forestier. Donc on avait travaillé sur le massif de Landes de Gascogne, qui est un massif homogène, facile à travailler, à caractériser, et sur lequel il y a beaucoup de pression en termes de demande de bois. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était une première approche. Là, c'est l'IGN. l'observation de la canopée qui vous permet de savoir par le haut, finalement ? Tout à fait. Voilà, une observation par le haut, une modélisation par le haut, soit au moyen d'un lidar, soit des images satellites, soit une corrélation à partir des prises de vue aériennes. Une bonne connaissance du modèle numérique de terrain, de manière à pouvoir avoir un delta entre le haut et le bas. Et à partir de là, on peut faire tourner des modèles de croissance des arbres qui avaient été développés par l'INRA. Donc les données IGN, les modèles de croissance de l'INRA, plus une expertise de la part de l'Earth Lab en matière d'analyse d'images ou de données corrélées, permet de faire des cartographies, soit de coupe rase, soit de caractériser les coupes rases, caractériser la hauteur dominante. Voilà. Et donc calculer le volume de biomasse disponible finalement. In fine, c'est l'objectif, in fine. Alors c'est le plus compliqué, c'est peut-être celui sur lequel... Mais pour revenir, je vous coupe un instant pour revenir à ce que vous disiez, c'est plus facile avec un satellite comme on est quelqu'un faire, 100 km dans la forêt pour mesurer les arbres par exemple. Enfin, je simplifie bien sûr. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'image satellite toute seule n'a pas de grande valeur ajoutée. Mais l'image satellite couplée à des modèles ou à un algorithme particulier, là, on arrive à une vraie valeur ajoutée. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, je complète. L'IGN est chargé de l'inventaire forestier national, donc on a une centaine de personnes sur le terrain toute l'année qui font de relevés d'inventaire. Ça sert pour connaître la forêt française. Là, c'est une autre façon d'observer la forêt et d'essayer, mais ces résultats doivent être corrélés aussi avec les résultats de l'inventaire. Donc on aura une phase d'expertise des données produites par l'Earth Lab et par l'IGN pour ou rassurer ou conforter nos résultats. Manon Pedroni, je reviens vers vous pour justement évoquer les financements. Donc on va pouvoir mettre effectivement la petite slide sur les financements. Comment on peut trouver et comment susciter de nouveaux financements pour aider les nouveaux projets à se développer ? Alors aujourd'hui, en fait, il y a déjà un outil qui a été mis en place par l'État qui est le PIAV, application satellitaire, donc pour développer des nouveaux produits et services en exploitant donc des... c'est investissement d'avenir, un programme investissement d'avenir. Tout à fait. Donc ça, c'est l'outil des boosters. Et en plus de ça, on a été lauréat d'un projet européen porté par Aerospace Valley, qui est le pilote du booster Nova également, pour le bénéfice des membres des clusters impliqués dans le projet. Et donc ce projet vise à distribuer pour des projets innovants qui couplent
des nouvelles technologies de l'information avec de l'exploitation de données satellitaires pour des marchés comme l'eau ou la mer, tout ce qui est environnement, transport maritime, énergie marine. Et pourra donc, pour ces projets innovants, fournir des chèques de 5 000 jusqu'à 60 000 euros pour des projets donc, d'internationalisation, de développement de nouveaux produits ou services, de propriété intellectuelle. Enfin, ça peut être assez divers pour accompagner ces projets. Alors, allez-y, je vous en prie. Juste, je voulais rajouter aussi que les 4 boosters ont été lauréats de l'AMI Challenge du numérique. Donc c'est encore plein d'acronymes et des choses comme ça, mais chaque booster porte ce qu'on appelle les challenges du numérique, qui sont réservés aux PME et dans lesquels on émet des défis. Et ils ont un financement à hauteur de 70 000 euros pour répondre à ces défis. Oui, alors si je vous entends bien, finalement, pour faire un petit point d'arrêt, on a 2 grands domaines. Le domaine public, on parlait de la forêt, on parle de la mer, le domaine public, bien que la forêt soit majoritairement privée. Enfin, je voulais dissocier ces 2 choses. Et puis le domaine privé, c'est-à-dire que je suis une entreprise, par exemple dans le solaire ou dans le photovoltaïque, j'ai besoin de ce service, il n'y a pas de souci, si j'ai un fournisseur, je trouve. Du côté du domaine public, ça va être plus compliqué, parce que si, par exemple, une région, alors je ne sais pas si la région a compétence là-dessus, mais enfin peu importe, une métropole veut surveiller, en tout cas explorer ou examiner ou observer ce qui se passe en PACA, en plein été, quand il fait très chaud, quand la végétation est sèche, pour pouvoir immédiatement être au courant d'un feu de forêt qui prend. Qui va payer? Comment on va trouver de l'argent public? Là, c'est une question peut-être un petit peu délicate, mais vous pourrez peut-être répondre aussi. Alors, à ma connaissance, mais peut-être vous pourrez compléter l'information, il y a plusieurs sources donc, de financement possibles. Donc, il y a l'Union européenne qui met en place des actions auprès des régions en Europe. Donc, ça peut être un service qui est donc payé par l'Union européenne pour que la collectivité locale ou la collectivité territoriale acquiert les compétences nécessaires en collaboration éventuellement, par exemple nous avec l'Italie, entre autres, pour mettre en place ce genre d'activité. Ou alors il y a la collectivité locale aussi qui peut se payer ce service elle-même. De moins en moins, mais c'est possible. Oui, c'est possible aussi. Donc il y a des possibilités soit de passer par des programmes européens, plutôt européens que nationaux d'ailleurs, soit de passer directement par une offre de service. Quand on connaît le coût d'un feu de forêt, enfin, le coût environnemental et puis le coût financier, on peut se dire que la prédiction, en tout cas la surveillance, peut permettre d'éviter des dépenses qui sont souvent génératrices de sommes colossales. Je rebondis sur votre commentaire pour vous dire de venir au Hub de l'innovation sur notre stand, parce qu'il y a une société qui s'appelle Predict qui fait ce genre de prévision et son modèle économique passe par les assurances, justement prévention. C'est l'assurance qui se rapproche de la collectivité et qui lui dit, si vous prenez ce service, votre cotisation elle sera moindre parce que c'est de la prévention, vous pourrez être alerté à temps en cas d'inondation ou de catastrophe et donc implémenter les actions pour éviter des dégâts plus importants. Philippe Abadi, vous vouliez commenter ? Oui, je voulais apporter une précision sur le modèle économique qui est sous-jacent à la collaboration que nous avons avec Téléspazio, avec l'ARFERB Aquitaine. L'idée, c'était de monter un service ensemble. Donc, la partie recherche et développement ou affinement des outils pour arriver à ce service a été pris en charge par l'IGN et Téléspazio pendant quelques mois. Maintenant, notre service, il est opérationnel. Enfin, il a montré ses résultats. Et la cible visée en termes économiques, ça peut être évidemment la région, les services de l'État via les services des forêts et bois, mais c'est aussi, notamment sur le massif des Landes de Gascogne, cette offre a été présentée au syndicat des sylviculteurs, donc là qui est vraiment une association et qui regroupe tous les propriétaires privés. Voilà. Bruno Montfort, le modèle économique, parce que vous mettez des satellites en orbite, vous gérez, et comme vous dites, ça coûte cher. Vous y croyez, puisque vous êtes dans la dynamique, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer pour demain? Et peut-être la même question à Étienne Müssler après, en termes de modèle économique. Qu'est-ce qui sera possible de faire à des prix qui soient, entre guillemets, abordables? En fait, il y a deux niveaux. Le premier, c'est que
évidemment, les données qui vont être recommandées par des utilisateurs sont payantes. Nous, on se rend bien compte que finalement, les modèles vont évoluer parce qu'on va avoir de plus en plus de données qui vont être mises à la disposition des gens. Tout à l'heure, Sandrine parlait justement de Copernicus avec toutes ces données sentinelles qui sont maintenant mises en place et qui peuvent être disponibles gratuitement par les utilisateurs. Nous, on essaye de fonctionner un peu différemment et en mettant, par exemple, une production de toutes nos données reçues par les satellites Spot 6 sur l'intégralité du globe dans une base de données qui sont pré-traitées et qui vont être mises à disposition des utilisateurs à travers des abonnements. Donc c'est toujours payant, mais je dirais que globalement, le prix de la donnée au kilomètre carré ou au temps d'utilisation sera beaucoup moindre que ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a un deuxième axe aussi sur lequel on travaille et qui a été développé, c'est ce qu'on appelle la filière institutionnelle. Donc nos satellites, dans certains cas, sont complètement privés, comme Spot 6-7, où on a financé complètement les infrastructures. Mais on a des satellites aussi en délégation de services publics, comme Pléiade. Donc ça a été conçu par le CNES, l'Agence spatiale française. Et on a essayé de développer une filière institutionnelle, c'est-à-dire mettre à disposition les données, soit à prix coûtant, soit gratuitement auprès des utilisateurs institutionnels, grâce à des financements en amont. Parce qu'évidemment, tout ça coûte, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui paye. C'est comme avec Copernicus et Sentinel. C'est pour ça que je posais la question. Donc voilà, pour faire le parallèle en France. Et alors, et je vais aller plus loin. La France est grosso modo numéro 2 dans le spatial, c'est ça? Après les États-Unis. Numéro 2, mais en termes de fabrication et de lancement, pas en termes de service. D'accord. Et justement, est-ce qu'il ne peut pas y avoir demain une concurrence qui vienne d'ailleurs? C'est-à-dire des produits... parce qu'un satellite, finalement, il appartient à quelqu'un, mais il est partout au-dessus de la Terre. Est-ce qu'il pourrait y avoir une concurrence et d'où l'utilité de développer cette filière dont on parle ici le plus rapidement possible et qu'elle soit la plus structurée possible avant que quelqu'un vienne prendre le marché, finalement? Oui, c'est vrai. Donc nous, voire même Thales, donc on fournit aussi des satellites d'observation de la Terre à des pays qui en ont besoin, mais pour leurs besoins propres, mais qui peuvent aussi en faire la commercialisation à terme. Nous, on a une force, c'est qu'on est présent mondialement. On a une expérience de plus de 30 ans dans la distribution et la fourniture des données. Donc on est très expérimenté là-dedans. Et donc on a même des accords de coopération avec les pays à qui on vend des satellites. D'accord. Voilà. Monsieur Abadi, vous vouliez apporter une information? Oui, toute proportion gardée par rapport au groupe Airbus. L'IGN est aussi fait le constat que les données qu'elle produit sont emportées par le mouvement de l'open data, en tout cas, y compris soit par l'injonction ministérielle ou alors par le mouvement citoyen. On constate que la perte de la valeur faciale de la donnée est là, et donc depuis 2-3 ans, on bascule vers de plus en plus de création de services. C'est pour ça que ce que je vous ai montré avec Telespazio, ça va dans cette logique-là de partenariat, de construire un service, alors avec des TPE. Telespazio est plutôt une grande entreprise, mais via IGN Fab, on promouvoit l'innovation dans les TPE, dans les startups. Étienne Mustard, et puis je reviendrai vers vous juste après. Oui, pour ajouter un petit mot, donc en tant que coffreur de services satellites, justement, comme on vient d'en... Plus haut le micro, voilà. En tant qu'offreur de services satellites, comme on vient d'en parler, c'est vrai que chez Renewatt, on voit un réel intérêt économique à l'utilisation de ces données, dans le sens où pour nos utilisateurs, les utilisateurs de nos services, l'accès à de grandes quantités de données pour un grand nombre de sites se fait à un prix beaucoup plus modeste que par l'utilisation de données in situ. Et là, il y a une vraie création de valeur, d'autant que le traitement de ces données grâce aux possibilités du big data est facilité et les coûts sont aussi de plus en plus modérés. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que justement, c'est ça le challenge, c'est de trouver des nouveaux modèles économiques pour les données du spatial. C'est pour ça qu'on s'adresse à des PME, PMI qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces données-là, parce qu'aussi elles sont innovantes en termes de modèles économiques. Elles vont aller chercher, par exemple, les agences immobilières, les assurances,
ou tout un tas d'interlocuteurs qui n'utilisent pas les données spatiales en elles-mêmes, mais les informations valorisées qu'elles peuvent fournir. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que les Américains ont très bien compris ça. Et Google, Amazon créent des filiales qui fabriquent des satellites et qui utilisent les données de Copernicus. Ils fabriquent aussi des services à valeur ajoutée à partir de ces données-là que vous avez payées sur vos impôts. Bien sûr. Donc c'est très très important que les entreprises françaises, entre autres, s'accaparent ces données-là, parce que sinon tous les services vont être promus de l'autre côté de l'Atlantique ou dans d'autres pays, et ce sera vraiment dommage pour nos PME à nous qui mériteraient de les valoriser. Phil Monbé, peut-être en forme de conclusion, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors je ne sais pas si Alain Griot, qui est dans l'assistance, partage mon opinion, mais il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça fonctionne, parce que la demande, le besoin est là, et je ne parle pas forcément que de l'utilisation domestique, je parle des grands enjeux environnementaux comme l'érosion, comme le changement climatique. Ça paraît être une filière qui va se développer assez rapidement quand même, non ? Oui, tout à fait. C'est une filière qui est amenée à se développer, c'est sûr. Maintenant, le problème est un petit peu plus complexe. Les gens du spatial parlent pas forcément aux gens du numérique. Donc il s'agit de faire parler ces deux communautés et qui développent des services sur des thématiques précises. Et c'est vraiment la philosophie des boosters. La philosophie des boosters, c'est justement d'être le catalyseur de ces différents ingrédients pour que l'équation et la chimie prennent et que ça se développe plus vite. La philosophie des boosters, c'est que les nouveaux services, les nouvelles applications développées en France soient facilement exportées et qu'elles prennent des parts de marché le plus vite possible. Parce qu'on voit bien que les autres pays, comme disait Sandrine, ils ne nous attendent pas. Et si on est leader dans les infrastructures, le lancement, l'opération des satellites, il faut aussi qu'on soit leader dans les services qui utilisent ces données et ces technologies. Et bien voilà, ce sera la conclusion. Merci à vous 6 d'avoir participé à cette émission. On se retrouvera dans quelques instants pour un autre programme sur Pollutech TV. À tout de suite.